En 1998, Michel Brun fonde l'ensemble baroque de Toulouse, avec lequel il crée 2 événements originaux autour de Jean-Sébastien Bach, Cantate sans filet, puis le festival Passe ton bac d'abord. Vendredi 6 mars 2020, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre avec Michel Brun et Yves Le Pestipon à l'occasion de la présentation de leur livre d'entretien intitulé Selon Bach, publié par les éditions Rue des Gestes, librairie Ombre Blanche et préfacé par la musicologue Corinne Schneider. Cette rencontre était menée par Christian Thorel et ponctuée de moments musicaux avec les musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse. Bonsoir, si tout le monde est prêt, je crois que nous allons commencer ce moment avec vous deux et avec un peu de musique, avec des musiciens. On ne peut pas parler de musique sans en entendre finalement. Je ne sais pas comment commencer, si ce n'est peut-être à revenir, si tu me le permettras, des années en arrière. On a eu une rencontre très mystérieuse, ou finalement peut-être très évidente ou naturelle, en conduisant nos filles à l'école. On s'est connus avec Michel de cette manière-là, il y a bien longtemps, et nos filles ont 30 ans, effectivement. On a entamé une relation amicale qui n'a jamais cessé. Pour autant, je ne savais pas que finalement l'occasion se présenterait de publier de toi des choses que vous allez tous les deux évoquer. Yves, on se connaît depuis pas aussi longtemps, mais déjà depuis de nombreuses années, et depuis 6 ans, 7 ans 10 ans déjà. Voilà, depuis 10... Non, ça va être terrible. Bon, donc depuis 10 ans déjà, 3 lundis, tu animes ces classiques au détail qui te valent un public de plus en plus important, et puis tu le fais avec beaucoup de sympathie, de drôlerie, d'énergie, et cette énergie, tu as proposé à Michel de la mettre à disposition d'un entretien que vous avez eu tous les deux de manière très efficace, j'ai l'impression. Vous vous êtes vus un certain nombre de fois, mais tu vous dirais comment. Et au bout de ces réunions qui avaient lieu tantôt à Revel, tantôt à Toulouse, je crois que c'est ça, à l'hôtel de César et à Revel, voilà, vous avez à un moment donné posé une limite, vous avez dit bon voilà, on va peut-être s'arrêter, mais finalement ça peut encore continuer. Et puis ça s'est arrêté. Tu as repris tous ces entretiens, tu les as re-rédigés, je crois de façon très orale, quand même. On sent à cette lecture, c'est ce qu'on s'était dit dès le départ, on sent l'oralité, on sent aussi l'énergie de l'entretien. On a même de la musique, des titatates, tatatites, enfin, tu diras quoi, parce que je crois que c'est inimitable. Et nous avons décidé de les publier. Tu as refait tout le cheminement. Je ne sais pas s'il était vraiment très chronologique ou si tu as recomposé un peu. Mais en tout cas, tout fonctionnait bien. Et je crois qu'on a fait, finalement, il n'y avait pas besoin de correction formidable. Le texte a été, comme on dit dans l'édition, repeigné. On aura encore des mauvais plaisants qui nous diront, ben là, il y a une faute d'orthographe. Bon, évidemment, il y a toujours il y en a 2. Voilà, d'accord. Bon, très bien. Il y en a 3. Bon, allez, on va... Non, mais s'il n'y a pas de coquille, c'est comme dans la musique. S'il n'y a pas de dissonance, s'il n'y a pas d'imperfection, ça ne peut pas marcher. Donc c'est un livre sur la musique baroque. Plus exactement, c'est un livre sur Bach, dans lequel tu exprimes ce qui t'a amené à Bach depuis ton enfance et ta jeunesse. Ça, c'est une première partie plus personnelle. Enfin, ce sont des premières parties plus personnelles autour d'une chose centrale qui est formidable et que nous ne commenterons pas ici, ou on la commentera de loin. On va regarder ce jardin qui est à l'intérieur de ce livre, peut-être un peu par-dessus le mur, en le contournant, et on laissera à chacun le soin d'y rentrer dans ce jardin et de l'occuper le temps de la lecture, d'une lecture, de 2 lectures, de 3 lectures, parce qu'il y a aussi des choses peut-être des fois un peu plus complexes, notamment pour les profanes, puisque tu as voulu parsemer, je crois que c'est une bonne chose, ton livre d'extraits musicaux.
Vous vous en expliquerez tous les deux. En tout cas, en tant qu'éditeur de ce livre, nous sommes finalement co-éditeur, mais enfin, il trouve refuge dans cette maison qui, de temps en temps, ouvre ses portes à la publication et qui s'appelle Rue des Gestes, hein, au sein de la librairie Ombre Blanche. Moi, je suis très heureux de vous avoir tous les deux ici. Mais je crois qu'on commence en musique avant que vous parliez, c'est ça? Tu peux dire qui? Ça va peut-être vous surprendre, mais nous allons jouer du Bach. Et de Jean-Sébastien Bach, nous allons jouer un mouvement d'une sonate en trio pour orgue. Comme on n'a pas réussi à faire rentrer l'orgue, on a essayé tout à l'heure, il ne rentrait pas. Non, en réalité, on a fait une transcription avec mes amis de l'ensemble baroque qui vont me rejoindre. Une transcription, quelque chose qui est parfaitement dans l'esprit de Jean-Sébastien Bach. J'en parlerai tout à l'heure, je ne veux pas trop développer à l'instant là-dessus, mais la transcription était évidemment un art extrêmement pratiqué à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout le même sens de, comment on pourrait dire, la propriété intellectuelle, quelque chose comme ça. Et donc, on s'emparait de ses œuvres, des œuvres des autres, et on les triturait, et ça n'avait pas beaucoup d'importance, personne n'y voyait, on était même plutôt honoré lorsqu'une de ces œuvres était transcrite. Donc nous allons avec Christophe Geiler au violon, Géraldine de Villiers au violoncelle, vous jouez le premier mouvement de la sonate pour orgue en ré mineur, mais que pour la facilité, en particulier de la flûte, nous avons transcrit en mi mineur.
un petit mot pour remercier très 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 chaleureusement Christophe et Géraldine, avec qui donc nous travaillons au sein de l'ensemble baroque de Toulouse. Travailler, c'est pas le mot. Nous faisons de la musique ensemble depuis pas loin de 20 ans et qui représentent parfaitement, mais on en parlera bien sûr, mais je voudrais le dire pendant qu'ils sont là, parce que vous allez voir, ils vont s'échapper. Géraldine va revenir. Christophe, il veut pas revenir. Non, Christophe, il a un concert ce soir. Donc justement, c'est le fait que pris dans de multiples activités de musiciens, ils acceptaient de venir partager ces quelques instants. Bref, c'est pas un concert, c'est juste quelques instants de musique avec moi et avec vous et avec nous tous. Comment dirais-je, résume bien l'état d'esprit de l'ensemble baroque de Toulouse. Voilà, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se joue entre nous, j'ai envie de dire, en dehors de la musique, mais sur la manière de faire de la musique ensemble. Donc vraiment un énorme merci à eux. On voit bien des dimensions que vous abordez, que tu abordes particulièrement toi dans tes réponses aux nombreuses questions de Yves Le Pestipon. C'est à la fois la chance de faire de la musique, mais enfin on n'oublie pas que la musique c'est aussi c'est du travail, c'est une discipline, mais c'est une chance inouïe. En tout cas pour quelqu'un qui, comme moi, n'a jamais fait qu'en écouter toute la musique universelle, tout ce que tous ont pu nous donner. Je vois bien que c'est un univers de travail et de vie formidable, et évidemment ce que tu donnes à voir et à entendre les dimanches des cantates ou dans les journées de Passe-ton-Bac d'abord, on voit bien que le public apprécie particulièrement cela. Tu as transmis cette musique à des élèves, à des étudiants dans toute ton activité, et donc tu as transmis ce qui est aussi une passion. Passion, c'était d'ailleurs le titre originel de cet ensemble d'entretiens avec Yves Le Pestipon. Et puis, Passion Bac, c'était pris. Je trouvais aussi que c'était peut-être un peu plus commun. Donc, il y a cette proposition quelque chose avec un peu plus de distance, qui était Selon Bach. À la lecture de ce livre, on voit bien qu'il y a un morceau de ta vie important, finalement, qui est Selon Bach. Donc, peut-être t'entendre là-dessus, mais juste avant, repréciser que Selon Bach, on lui a donné un visage. Je t'ai montré un jour un livre qui était dans mon bureau et qui est un livre d'un autre ami passionné qui enseigne la littérature, mais qui a tant perdu ou tant gagné plutôt, fait de la peinture et de la gravure et a conçu une passion du Christ, en une trentaine de gravures sur lino, et tu as trouvé ça tellement formidable que tu as proposé qu'on choisisse cela comme élément pour donner à voir, si j'ose dire. Cette couverture, on la doit à Sébastien Leroy, et on a une pensée pour lui. Il est loin, et je reviens après ce long détour à cette passion et à cette vie selon Bach. Finalement, est-ce que sous ce titre, tu t'y reconnais volontiers ? Oui, je m'y reconnais volontiers. Je me reconnais particulièrement dans une chose que tu as dite au début, Christian, qui est la chance de faire de la musique. C'est une chance. Je suis ému, pardon. Ceux qui me connaissent savent que c'est souvent. En tout cas, quand je parle de musique et quand je parle de Bach. Mais là, particulièrement, je le raconte dans le bouquin, donc il est hors de question de raconter tout le bouquin, parce que si on raconte tout, vous n'allez pas l'acheter, donc ça ne marche pas. Christian m'en voudra beaucoup. Mais là particulièrement, parce que la musique, je le raconte au début du livre, donc a été pour moi une découverte tardive, donc pas du tout, disons, dans la lignée normale du... Vous savez, dans tous les métiers, il y a ça, et ça marche aussi dans la musique, ça se produit aussi dans la musique. Un notaire aimerait bien que son fils soit notaire, un médecin aimerait bien que son fils soit médecin, et il y a beaucoup de, comme d'ailleurs chez Bach, il y a beaucoup de dynasties de musiciens. Vous savez que Bach, il y a eu donc 2 siècles de Bach, pardon, pas de Jean-Sébastien, il y a plusieurs Jean-Sébastien, mais 2 siècles de Bach, et dans ces 2 siècles de Bach musiciens, 70 musiciens professionnels dans cette période-là. Donc il y a cette notion de dynastie, et moi j'en fais pas du tout partie. J'ai l'impression que la musique m'a attrapé par hasard, tardivement, à l'adolescence, à un moment donné où en plus j'étais pas, disons, dans une période facile de ma vie, et m'a nourri depuis ce moment-là. Donc oui, une chance. Pour moi, je verrais ça vraiment comme une chance extraordinaire. Et alors après, Jean-Sébastien Bach, ça n'a pas été un coup de foudre. C'est une rencontre qui s'est faite petit à petit. Le sentiment maintenant que cette rencontre est faite, voilà, j'ai énormément de compositeurs que j'aime. Je crois que j'aime à peu près toutes les musiques en réalité, vraiment. Mais il y a quelque chose chez Bach qui me touche particulièrement. Il y a 2 choses qui me touchent particulièrement. La première, c'est que je trouve dans cette musique, c'est aussi l'objet donc de ce livre, une profondeur inouïe, quelque chose d'absolument insondable, que j'essaye très modestement de sonder un petit peu. Et il y a une autre chose, c'est le sentiment
d'avoir en cet homme quelque chose d'extrêmement fraternel. Voilà. Alors c'est surprenant parce que c'est pas l'image qu'on a souvent de lui. L'image qui est donnée par Jean-Sébastien Bach, en particulier l'iconographie. Vous savez peut-être qu'il n'y a qu'un seul portrait de Jean-Sébastien Bach dont on soit sûr qu'il est absolument authentique. C'est-à-dire que c'est bien Jean-Sébastien Bach. Et ce portrait est un portrait qui a été fait à la fin de sa vie. C'est un monsieur assez corpulent qui est depuis plusieurs années cantor à Leipzig, c'est-à-dire un poste assez important, pas extrêmement important, mais assez important, et surtout évidemment qui revêt une charge officielle, quelque chose de très important sur le plan officiel. Et donc il adopte, et puis c'était peut-être son caractère à ce moment-là, une posture un petit peu rébarbative. Voilà, hein, personnage un peu important, un peu âgé, peut-être fatigué, une vie de labeur comme ça, etc. Et donc, peut-être ce portrait a déteint sur la vision qu'on a de Bach. Mais c'est pas que la vision de l'iconographie. Moi, je lis des artistes parlant de Bach, par exemple, et qui disent « Oh là là, moi, Bach, alors, c'est le dernier compositeur que j'ai abordé dans mes études. » Moi, j'ai le sentiment exactement contraire. C'est comme un frangin. Voilà, c'est comme un frangin, un petit peu plus doué que moi, on va dire, hein, à peine, mais je n'ai jamais le sentiment que sa musique est intimidante. J'ai au contraire le sentiment que cette musique, qui est donc d'une profondeur incroyable, qui est d'une qualité d'écriture, c'est-à-dire qu'elle peut coller tout le monde sur le plan de la qualité de l'écriture, et puis elle peut provoquer en même temps une émotion immédiate. Et j'ai l'impression que cet homme qui a été capable d'allier ces deux contraires est quelqu'un avec qui j'aimerais aller prendre un pot tous les jours. Voilà. Donc c'est cette chance d'avoir rencontré cet homme, et donc effectivement selon Bach sur ce plan-là. Alors, avoir rencontré cet homme, mais aussi s'être rencontré entre nous et avec Bach. Bon, je vais faire une petite révélation un peu transgenre. Ce livre a 5 pères et 2 mères. C'est un peu compliqué, hein, voilà. Il a 2 mamans, en quelque manière. La première, c'est Roselyne, c'est la compagne de Michel, auquel le livre est dédié. Et donc, il y a une condition nécessaire pour que la musique de Bach, jouée par Michel, soit en quelque sorte accomplie. Et voilà. La deuxième condition nécessaire, c'est mon épouse à moi, Marie-France, parce que s'il n'avait pas existé, elle n'avait pas dit un jour, il y a un type qui s'appelle Michel Brun qui fait des cantates sans filet, je ne serais jamais allé le voir. Et donc, une fois que j'ai rencontré Michel Brun, bon, ça a été parce que c'était lui, parce que c'était moi, enfin voilà. On était d'accord, vraiment. Donc, il y a un père qui est là, un père qui est là, un père qui est là. Il y a un père qui est là-haut, ou là-dessous, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas très bien, mais je pense qu'il est plutôt là-haut. C'est Jean-Sébastien Bach, donc qui inspire Michel Brun, qui est à l'intérieur et dehors de Michel Brun. Il y a un autre père très important, parce que sans lui, effectivement, le livre ne serait pas. Ça a commencé comme ça, je parlais un petit peu comme Céline, Louis-Ferdinand Céline. Un jour, je me baladais dans la rue, et soudain, dans une pizzeria, je crois, je vois Michel et Roselyne en train de manger, je crois, une pizza, me semble-t-il, peut-être des lasagnes. Ils me font bonjour, on s'assoit. Michel me dit, j'ai un désir, comme il est, voilà, j'ai un désir, faire un film sur Jean-Sébastien Bach. Alors on s'assoit et on parle un petit peu et je lui dis, je connais un père potentiel de ce film potentiel qui s'appelle Jacques Mitch, parce qu'avec lui, bon, j'avais fait des choses, j'étais devenu professeur chasuble dans un film de Jacques Mitch, Le fils de Nandertal, bon, voilà, très bien. Et donc, on va voir effectivement Jacques Mitch, le 5e père, avec les 2 mères, etc. Et je lui dis, bon, tiens, peut-être bien, et puis on se voit ensemble, on pourrait faire un film sur Jean-Sébastien Bach, sur Michel Brun, l'ensemble baroque de Toulouse, etc., etc., etc. Voilà, on est enthousiaste, enfin, voilà. Et là, son enthousiasme n'est plus limité. Il nous commence par lui dire, il faudrait que vous écriviez quelque chose. Et nous, on n'y avait pas vraiment pensé. Et à ce moment-là, sort l'idée entre nous, puisqu'effectivement, il a raison, avant de faire un film, avant de demander des sous pour faire un film, etc., ça serait bien qu'on essaie de mettre nos idées au clair et qu'on se mette à en discuter précisément. Et à ce moment-là est sortie l'idée de ne pas simplement se dire, on est bon, on est bien, on est beau, on s'aime beaucoup, etc., de se dire, on va effectivement essayer de réfléchir sur ce qu'on a à dire potentiellement pour un film, mais au fond, à ce qu'on a à dire entre nous. Alors ça tombe pas trop mal, parce que lui, il connaît beaucoup de choses en musique, moi je n'y connais vraiment rien, véritablement, enfin voilà, je suis le public de base des cantates sans filet. Bon, je sais plus ou moins écrire des livres, mais Michel ne sait pas écrire des livres, donc entre les deux, on avait des trucs à se dire, et puis on s'est dit, bon, j'avais des lieux, effectivement, l'hôtel de la César, puisque je m'occupe de l'Académie des sciences, et donc on avait des lieux pour discuter, sympathiques, en prenant un verre, tranquillement, etc. Et on s'est dit, on va essayer de faire, c'était le conseil de Jacques Mitch, un certain nombre d'entretiens sur un certain nombre de points qui nous paraissent importants. Il y avait un point qui était très important pour Michel, qui était qu'effectivement, en jouant la Passion selon Saint Matthieu, il y a 2-3 ans maintenant, dans le cadre du festival Passe ton Bach d'abord, il avait le sentiment, à mon avis valide, d'avoir fait un certain nombre de découvertes musicologiques, on va dire, musicales, sur la partition, dont il vous parlera tout à l'heure, du plus grand intérêt. Et moi, j'étais assez fasciné par ces découvertes. Et donc, la question, c'était, dans ce livre-là, il faudrait bien parler de ces découvertes. Ça, c'est vraiment, il y a une sorte de progression, disons,
à mon sens, en effet, sur la pensée qu'on peut avoir du travail que fait Jean-Sébastien Bach avec ses partitions et dont les conséquences pour l'interprète que Michel Brun et d'autres interprètes. Donc des choses nouvelles, en quelque manière, évidentes, fascinantes. Mais l'idée de Jacques Mitsch de faire un film, on va pas faire, si on fait un film un jour, un film de musicologie, partition en main pendant 2 heures, etc. Il y a aussi, effectivement, Michel Brun lui-même. Qui est-il ? Bon, naturellement, tout le monde aime Michel Brun, à peu près, hein, voilà, sauf ses ennemis, bien entendu. Les femmes adorent Michel Brun, enfin voilà. Même l'épouse est la présidente des Brunettes, c'est extraordinaire. Mais qui est-il ? Comment est-il arrivé à faire, effectivement, cet ensemble baroque de Toulouse ? Quels sont les enjeux ? Pourquoi, effectivement, il parle de musique comme il le fait, c'est-à-dire pas comme beaucoup de professeurs de musicologie que je connaisse, pas comme certains très grands interprètes qui jouent, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans cette intervention ? Et donc, au fond du fond, quelle est sa biographie, mais aussi quel est le sens politique, vraiment au sens fort du terme, hein, vraiment, c'est-à-dire quel est le sens en rapport avec la cité de ce qu'il fait. Et là, moi, je me trouvais très d'accord avec lui, mais aussi, au fond, avec Christian, c'est-à-dire, effectivement, une action dans laquelle on essaie de diffuser à un très bon niveau, lui musical, moi littéraire, un certain nombre d'idées, de conceptions qui peuvent être travaillées par les étudiants à l'université, etc., mais de manière très ouverte, avec cette idée un peu esprit des Lumières, ça vaut la peine, politiquement, que des tas de gens, non seulement aiment la musique de Jean-Sébastien Bach, ou pour moi les Fables de La Fontaine, mais comprennent un petit peu intelligemment ce qui se joue dans les Fables de La Fontaine, par exemple, ou dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors ça a à la fois un côté politique et sensible, véritablement, parce que, voilà, il s'agit effectivement de faire sentir, et alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail que faisait Michel Brun, donc que j'ai découvert à travers les Cantates sans filet, le festival Passe-Tambour d'abord, c'est que les Cantates sans filet, c'est fondamentalement gratuit, c'est fait sur le bénévolat des musiciens qui sont là, sur le bénévolat de Michel. Il y a énormément de gens qui viennent, et on va dire qu'on peut y avoir un nom un peu abusif. C'est un peu le peuple qui vient, c'est-à-dire c'est un peu n'importe qui. Il y a des musiciens, il y a des gens qui ne sont pas du tout musiciens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a évidemment des gens de droite, il y a des gens de gauche, etc. Et donc ça, c'est assez émouvant de voir que pour écouter de la musique, on va dire baroque, et puis on reviendra sur cette notion-là, dans une église, etc., il y a des athées, il y a des pas athées, il y a des vieux, il y a des jeunes, et qu'il y a une sorte de communion qui s'opère, et qui est un peu métaphoriquement analogue à celle de Bach à l'époque, parce que Bach jouait pas nécessairement à Leipzig avec les meilleurs musiciens du temps, pas les meilleurs chanteurs, etc. C'était dans l'improvisation, c'était toujours un peu sans filet, et donc il tentait quelque chose qui avait un sens sensible et politique, qui moi m'intéressait vraiment. Et on s'est dit, ça vaut la peine de le porter, alors peut-être un jour à l'écran, mais en tout cas d'abord dans un écrit, parce qu'effectivement, alors là moi je crois beaucoup à la littérature, à l'écriture, parce que c'est important de dire les choses, mais c'est aussi les écrire, donc les reformuler de manière un peu précise, critique et tout ça, est important, non pas parce que ça reste pour l'éternité, c'est un peu vrai, parce que ça va rester pour l'éternité en quelque manière, le livre est voilà, une sorte d'éternité au moins provisoire, mais en tout cas, effectivement, on peut se replonger dedans en discutant, et je crois que Michel, il a appris des choses sur lui en faisant le livre, et moi j'ai appris des choses sur moi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cet exercice, et là, je reviens un peu sur la citation de Montaigne avec la Boétie, il y a un peu quelque chose comme ça, il n'est pas Montaigne, je ne suis pas la Boétie, mais il y a quelque chose comme une collaboration à deux, où on a tenté d'être plus intelligent à la fin qu'au début. Voilà. C'était possible ? Non. Non, parce qu'on est vraiment très bon. Sur cette dimension dite politique et avec toute la prévention avec laquelle tu utilises ce terme, et j'en conviens, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe, parce qu'en moment donné, tu réunis des gens dans un projet momentané, hein, mais avec, j'imagine, l'espoir et même la certitude que ce projet se prolonge, se perpétue et qu'il porte quelque chose en lui. Et à propos de Bach, tu as cette assertion, c'est... je crois surtout que Jean-Sébastien Bach est le seul compositeur qui arrive à créer une communauté autour de lui. J'aimerais quand même que tu essayes de nous convaincre qu'il n'y en a vraiment pas d'autres. Alors, on va parler de la communauté à Bayreuth, hein, mais bon, certains pourraient dire quand même il y a quelque chose qui s'est passé autour de Wagner. Tu cites Beethoven. Voilà. Mais c'est vrai, probablement que Bach pourrait être le seul. Alors, est-ce que c'est cette dimension religieuse, hein, avec... toute la prévention qu'aujourd'hui on peut avoir à l'égard de ce terme, parce que tu faisais, Yves, allusion à cette communauté dans la première moitié du XVIIIe autour de Bach, mais enfin quand même c'est dans des conditions beaucoup plus particulières, et c'est quand même dans des églises, il est cantor, il est lié au bon vouloir et à l'économie de la noblesse qui dirige des États. Donc tout cela n'est pas en bas auprès du peuple, l'action n'est quand même pas tout à fait
la même. Et puis, tout le monde à la fois, à Leipzig. Ouais. Alors oui, je persiste, effectivement, je signe, j'aurais du mal à me contredire. Il est sorti il y a quelques jours, le bouquin, donc peut-être dans quelques années, je dirais, c'est un tissu de contre-vérité, mais je persiste à penser à cette idée de communauté. Je le prendrais peut-être sous cet angle-là, sous différents angles qui sont des images, tout simplement des images. Pas une théorisation. D'ailleurs, je l'explique dans le livre que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un musicologue. Lorsque le mur de Berlin s'est effondré, l'immense violoncelliste Rostropovitch a pris son violoncelle et est venu jouer devant le mur en train de s'effondrer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a joué ? Il a joué une suite de Bach. C'est une image parmi d'autres. Là, ces images sublimes et, comment dirais-je, symboliquement extrêmement fortes, c'était donc une suite de Bach. Une deuxième image. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le festival Passe ton Bach d'abord, qui a lieu en juin, c'est un festival qui dure sur un week-end. Il y a une centaine de concerts qui sont donnés dans ce week-end. Et sur cette centaine de concerts, donc l'idée c'était de créer une effervescence autour de Jean-Sébastien Bach. Dans cette centaine de concerts, il y a environ 40% de ces concerts qui sont donnés par des musiciens qui ne sont pas des musiciens classiques ou baroques. C'est-à-dire pas des musiciens qui jouent Bach strictement comme c'est écrit dans les partitions, mais des musiciens de toutes origines, à qui je confie la mission d'interpréter Bach à travers leur propre style musical. Voilà. Alors, j'ai rien inventé. Je vais être tout à fait franc. Cette idée de festival m'a été donnée essentiellement par 3 musiciens que peut-être certains d'entre vous connaissent. Le premier d'entre eux, entendu en famille, voilà. On écoutait ça chez moi. C'était un monsieur qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Jacques Loussier et qui avait formé un groupe qui s'appelait Playback. Playback avec un jeu de mots. J'aime bien, parce que j'aime bien les jeux de mots autour de Bach. Ceux qui connaissent le festival le savent. Et ce Jacques Loussier, qui était un pianiste classique à la base, très très bon pianiste, a commencé à adapter Bach en version jazz. Et ce qu'il fait, pour ceux qui le connaissent, alors on trouve maintenant ça très couramment sur YouTube, etc., il démarre vraiment sur du Bach, et il est capable de jouer du Bach, et il aurait pu jouer du Bach sans rien y changer, il en a le niveau sans problème, et soit il part sur une grille d'accords, c'est-à-dire il reprend le déroulé harmonique de la musique de Bach et il se met à improviser dessus en version jazz. Soit carrément, par moment, il part complètement dans des délires à l'intérieur d'une pièce de Bach et puis, sans qu'on sache trop comment, il y revient et son morceau se termine très tranquillement, pam, pim, pim, comme celui qu'on a fait tout à l'heure avec Christophe et Géraldine. Voilà, c'est absolument fabuleux d'inventivité. Alors évidemment, pour les jazzmen actuels, ils voient avec un peu de condescendance parce que si vous voulez, c'est un jazz un petit peu daté. Voilà, c'est le jazz avec contrebasse, batterie. Le batteur se sert essentiellement des ballets. Voilà, ça date un peu. Oui, si on écoute attentivement, qu'on balaye ça et qu'on écoute la qualité de ce que fait Jacques Loussier, c'est incroyable. Il y a un deuxième enregistrement qui date d'à peu près la même période, qui a été fait par les Swingle Singers. Voilà. Et les Swingle Singers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait quelque chose de très différent de Jacques Loussier. Ils ont pris Bach et eux, ils n'ont pas changé une note. Mais par contre, ils l'ont attribué à des voix qui venaient du monde du jazz, et ils les ont chantées en version de jazz. Alors, il y a 2 choses qui sont absolument passionnantes dans ce travail. La première chose, c'est que donc, c'est une transcription, et une transcription qui résiste très bien, évidemment, dans la musique de Bach résiste très bien plutôt à cette transcription. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait ça début des années 50, et ils ne savaient pas encore qu'allait se produire, qu'allait venir une vague qui allait être ce qu'on appelait le renouveau de l'interprétation de la musique ancienne, avec la redécouverte des instruments anciens, donc voilà, comme ceux que nous avons joués tout à l'heure. Donc là, je vous ai joué une flûte qui était exactement de la période de Bach, enfin, une copie. Parce que les bonnes flûtes de la période de Bach, on ne peut pas les jouer. Parce que comme elles étaient bonnes, elles étaient très jouées à l'époque. Et donc, comme elles étaient très jouées, elles étaient fendues. Parce que le bois finit par se fendre, même l'ébène qui est très solide. Et donc, il y a eu ce mouvement qui a démarré à peu près à cette période-là. Et très curieusement, ces musiciens qui ont interprété Bach en version jazz, pam pidadam pidadam pidadam, au lieu de, comme on l'entendait avant, ta ti ta ta ti ta ta ti ta ta. D'accord ? Je caricature un peu. Eh bien, ils ont fait partie de ce mouvement de manière non théorique. Ils ont eu l'intuition que la musique baroque, dont la musique de Bach, on en reparlera, je crois que c'est un thème qui est cher à Christian, pouvait s'interpréter de manière complètement différente et beaucoup plus dansante, beaucoup plus légère, beaucoup plus rebondissante. Voilà. Et puis, il y a un 3e enregistrement, plus récent, qui date des années 90, qui s'appelle Lambarena. Lambarena, c'est un hommage à Albert Schweitzer, qui d'ailleurs va être le patron, le parrain, sous lequel je voudrais placer l'édition 2020 du festival, Passe ton Bach d'abord, qui s'appellera Bach Monde. Et ce Albert Schweitzer, c'est un jeune homme absolument béni des dieux, très intelligent,
beau garçon, né dans une famille aisée, il reçoit une éducation parfaite. À 25 ans, il est diplômé en théologie, en philosophie, et c'est un organiste de niveau professionnel. Il travaille avec les plus grands organismes français. Et à 30 ans, il se dit, peut-être ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ce cadeau. La vie m'a fait un tel cadeau. Pardon. Je dois le rendre. Et à 30 ans, il s'est dit, comment le rendre? Je vais arrêter ma vie trop facile et il faut que je me mette au service d'une cause. Pardon, excusez-moi. C'est un truc qui m'énerve chez moi, mais j'arrive pas à le changer. Je l'assume. Et donc, il entend un jour une émission de radio qui parle des colonies en Afrique, des colonies dans lesquelles les conditions sanitaires étaient épouvantables pour la population. Et donc, à 30 ans, il se dit, je vais partir en Afrique. Mais si je pars en tant qu'organiste en Afrique, vous voyez l'intérêt pour soigner, aider la population. Donc, à 30 ans, il entreprend des études de médecine. À 37 ans, il est médecin. À 37 ans, il part en Afrique et il fonde à Lambaréné, au Gabon, tout petit village gabonais, un dispensaire qui existe encore. Et il a financé les soins qu'il a donnés là-bas, au Gabon, en faisant des tournées d'orgue dans le monde entier. Et il a fini sa vie prix Nobel de la paix, bien mérité, je crois, plus mérité que certains autres en tout cas. Et cet homme a donné donc naissance à cette idée de disque qui s'appelle Lambaréné, que je vous invite à découvrir. Pareil, il est en accès libre sur YouTube, qui est absolument bouleversant, qui mélange la musique de Bach, et en particulier de la Passion selon Saint Jean, avec de la musique traditionnelle africaine. Et là, on pourrait se dire, ouais, alors là, artificiel, on peut faire dire ce qu'on veut à tout et inversement. Eh bien, c'est absolument sidérant, mais les deux musiques se rencontrent. Et donc, je rejoins au départ, après ce long détour, la question de Christian. Là, on fait communauté au niveau musical, mais pas seulement dans ce sentiment que tous les musiciens... Ah oui, parce que j'étais parti sur le festival. Donc, pour faire ces 100 concerts par an, dont 40% à peu près par des musiciens de musique actuelle, je rencontre et je contacte énormément de musiciens de musique actuelle. Et je leur dis, voilà, est-ce que tu accepterais l'année prochaine, en juin prochain, de participer à Passe ton bac? Non, tu changes pas, tu fais pas du bac classique, tu fais du bac, voilà. Une histoire vraie, absolument vraie comme je vous la raconte. Je rencontre un jour un guitariste de flamenco, bien connu des Toulousains, qui s'appelle Serge Lopez, qui est l'alter ego, on pourrait dire, de Sandoval, Bernardo Sandoval. Ils jouent très souvent ensemble, et ils sont venus d'ailleurs l'an dernier jouer ensemble au festival. Et à Serge, je lui dis, sur un coin de table de café, voilà, est-ce que tu veux venir l'année prochaine jouer du Bach, c'était il y a 6-7 ans, jouer du Bach en version flamenco. Regarde, il me dit, mais attends Michel, je suis absolument désolé, mais moi je suis totalement autodidacte, je ne lis pas une note de musique, donc comment veux-tu que j'adapte Bach au flamenco? Donc je suis vraiment désolé, mais non. Voilà. 3 jours après, il me rappelait en me disant c'est OK. Et ça, tous les musiciens réagissent de la même manière. Depuis ces 12 années, quelque chose comme ça, qu'existe ce festival, et donc les centaines de musiciens que j'ai contactés pour leur proposer, qui sont venus ou qui ne sont pas venus, des fois c'est pas possible pour des raisons purement pratiques, il y en a un seul qui a refusé. Vous vous rendez compte? Et tous les autres m'ont dit oui. Alors, du rap, beatbox, du flamenco, de la musique klezmer, de tout ce qu'on peut imaginer, tous ces musiciens m'ont dit oui pour Bach. J'imagine leur tête si je leur avais dit tu viendrais adapter Wagner, voilà. Et donc, c'est le seul qui peut faire ça. C'est le seul. Il n'y a pas de question à se poser, c'est comme ça. Parce que sa musique a cette espèce d'évidence, de contagion, on pourrait dire, émotionnelle, intellectuelle, humaine, qui fait communauté. Voilà. Ça va, la réponse était assez courte. C'était très bien, mais on s'était promis tout à l'heure de ne pas prononcer le terme de contagion. Mais voilà. Bon, enfin... Michel Brun à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 6 mars 2020 en compagnie de Yves Le Pestipon pour leur livre d'entretien Selon Bach.
question peut-être, pardonne-moi, un peu plus savante à Yves concernant la place de Bach dans le XVIIIe. Je voudrais juste encore que tu interviennes sur une chose qui peut-être est une manière de solidarité. Vous expliquez tous les deux, enfin tu dis Bach il était obligé de composer dans l'urgence, évidemment, de toute façon on n'arrêtait pas de lui demander des cantates, voilà, donc il composait dans l'urgence. Et tu dis à propos des cantates sans filet que d'une certaine façon, cette manière très fugace, si j'ose dire, de les donner d'abord à interpréter, à acquérir, puis à entendre, c'est une façon de prolonger cette idée de l'urgence. Et est-ce que justement cette urgence ne sert pas cet aspect un peu solidarité, communauté, momentanée sur un objet? Alors oui, je suis tout à fait d'accord là aussi avec ce que tu dis. Sur le plan de l'urgence, 2-3 petits exemples pour le prouver, parce que c'est facile d'affirmer. Vous savez, une chose qui est très curieuse, donc Bach, on va dire, est probablement le compositeur le plus connu, le plus apprécié de toute la musique classique occidentale, on pourrait dire, depuis la musique de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Et pourtant, on ne sait quasiment rien de lui. Il y a une différence avec Shakespeare et avec Homère, c'est qu'on est sûr qu'il a existé. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne sait rien de lui. On a ce portrait de la fin de sa vie. Il y a pas mal de portraits qui circulent, mais tous sont sujets à caution. On a retrouvé, donc, alors tout à l'heure, Yves m'a dit que c'était pas le seul objet, mais moi qui suis allé donc sur les traces de Bach en Allemagne, une poignée de portes de Bach. C'est tout. Et une commode, voilà. Vous vous rendez compte, le plus grand compositeur peut-être de tous les temps, bon je m'en fous, c'est pas le problème, c'est pas une compétition, hein, mais en tout cas, cet homme qui rayonne de cette manière-là, on a une poignée de porte et une commode. On n'a pas un seul de ses instruments, il a dû avoir 20 ou 30 clavecins. On n'en a pas retrouvé la trace d'un seul. Voilà. Il y en a probablement qui existent toujours, dans des musées peut-être, etc. Mais on ne sait pas que ça a été les instruments de Bach. Et donc, cet homme, on sait très peu de choses de lui. Mais ce qui est certain, c'est que 2 exemples de cette fugacité à l'époque, une seule de ces 300 cantates a été éditée de son vivant. Rendez-vous compte. C'est-à-dire, on commande à Bach une cantate pour la liturgie du prochain dimanche, il l'écrit, le copiste et lui, et ses enfants d'ailleurs, parce que c'était évidemment comme ça que ça se passait, la recopie à toute vitesse. Ce sera mon 2e exemple, j'y reviendrai juste après. Elle est jouée par les musiciens à qui on distribue les parties individuelles. Voilà ce qu'on a joué tout à l'heure. Enfin là, il y a un tout petit bout de musique sur cette feuille, mais les parties individuelles. Et puis, terminées. À tel point que 100 des 300 cantates de Jean-Sébastien Bach ont disparu. Voilà, on ne sait pas où elles sont. Elles ont été perdues, en particulier d'ailleurs au moment de sa succession par un de ses fils, Wilhelm Friedmann, qui n'a pas pris le soin d'un autre de ses fils, Carl Philipp Emanuel, qui lui a été extrêmement précautionneux avec le legs musical. Donc ça, c'est le premier exemple de fugacité. C'est quand même incroyable de se dire ça. Et puis le 2e exemple, alors c'est pas moi qui le cite, je le cite dans le bouquin, mais je le fais parler, c'est John Eliot Gardiner, le grand chef d'orchestre, un des plus grands chefs d'orchestre actuels, toute musique confondue, pas seulement sur Bach d'ailleurs, qui dit, voilà, en voyant un exemplaire d'une partition, donc d'une partie de musicien, hein, c'est-à-dire celle qui est posée sur le pupitre. Le début, la première moitié, est parfaitement écrite, avec cette magnifique écriture de la musique de l'époque, qui est presque de la calligraphie. Hein, c'est plein, c'est délié, etc. Vous savez que Bach allait jusqu'à tracer lui-même ses lignes avec un porte-plume à 5 plumes, où il s'était fabriqué, et il traçait donc ses portées. Oui, vous savez tous qu'une portée a 5 lignes quand même, hein, d'accord. Et donc, la première moitié de cet air est magnifiquement écrit. Et la 2e moitié est quasiment illisible. Alors, on peut évidemment faire plein d'hypothèses. Mais l'hypothèse que fait John Eliot Gardiner, c'est le copiste est en train de recopier la partie pour le oboïste ou pour le flûtiste ou le violoniste qui va jouer. Allez-y, la répétition va commencer. Il n'y en a qu'une, elle dure une demi-heure avant qu'on joue la cantate pendant la liturgie. Dépêchez-vous un peu. Et le gars, il termine à toute vitesse et il produit la 2e partie. Donc on était dans cette urgence-là. Certaines semaines, Jean-Sébastien Bach avait 3 cantates à composer. Il y avait celle du dimanche, manque de bol. Il y avait aussi à commémorer tel anniversaire. Et puis il y avait des électeurs de la ville de Leipzig qui était décédé. Il fallait une messe pour son décès. Et donc une cantate. 3 cantates par semaine. Alors évidemment, on peut dire aussi là, il y en a d'autres. Telemann, 1300 cantates. Donc Bach battu. 1000 de plus. Krieger, plus de 3000 cantates. Krieger et Telemann étaient l'équivalent de Bach dans d'autres villes. Hein. Telemann, c'était à Hambourg, et Krieger, je ne sais plus où. Mais c'était des cantors qui donc devaient fournir pour le quotidien de la liturgie. Oui, mais la différence, c'est que les cantates de Telemann, elles durent 5-6 minutes.
elles sont consacrées à une voix soliste, un instrument soliste et la basse continue, c'est-à-dire le violoncelle et l'orgue. Alors que Bach, c'est ses œuvres de cette amplitude, de cette profondeur, de cette qualité d'écriture. Il ne lâchait rien là-dessus. Mais, une fois qu'elle était jouée, dans 90% des cas, on était sûr qu'elle serait jamais rejouée, ce qui effectivement s'est trouvé avéré. Donc, cette fugacité à l'époque de Bach, nous, avec Cantate sans filet, on la recrée en faisant une seule répétition devant le public, en se mettant donc en danger, d'où le sans filet. Et ben voilà, elles disparaissent après, et peut-être nous ne les rejouerons jamais, peut-être vous ne les entendrez jamais. Et c'est cette fugacité qu'on retrouve effectivement à travers ce projet. On vient de s'installer dans ce demi-siècle de première moitié du XVIIIe, et dans cette période où on dit finalement c'est la troisième et dernière période de l'époque de la musique dite baroque, le mot étant employé évidemment bien après, mais je pense que nous n'aurons peut-être pas le temps de disserter sur baroque, parce que je voudrais quand même que tu prennes un tout petit peu de temps pour le noyau dur du livre, et que tu exprimes cette passion pour la passion selon Matthieu. Mais Yves, je reprends ce terme de contamination. Comment Bach, lui, était-il contaminé dans cette première moitié du XVIIIe par les idées qui tout de même se développaient depuis la fin du XVIIe et le tout début du XVIIIe, la philosophie française, la philosophie allemande? Est-ce que tu as une idée de cela, ou est-ce que tu as une idée de cela simplement en écoutant et en lisant? Quelqu'un qui est dans un univers encore épris aussi de religion, avec quel sens de l'universalisme et de l'humanisme, mais tout de même. Là, c'est un problème, c'est-à-dire que je ne sais pas et je sais. Enfin, c'est-à-dire, on est devant ce problème qui est, effectivement, on ne sait pas grand-chose sur Bach, sur des écrits philosophiques, moraux de Bach, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est deux ou trois choses cependant assez claires. C'est qu'effectivement, Bach, c'est le XVIIIe siècle, la première moitié du XVIIIe siècle, donc l'installation des Lumières, véritablement. Bach, du point de vue des philosophes français, des penseurs français et anglais et hollandais, c'est extrêmement loin, véritablement. Bon, aussi bien du point de vue des idées générales. Bon, c'est une chose bien connue qu'au XVIIIe siècle, en France en particulier, les églises se vident, les abbayes sont de plus en plus désertées, etc. Qu'il y a la critique, ce qu'on appelle la crise de la conscience européenne au début du XVIIIe siècle, des idées religieuses, Bayle, etc., et bien d'autres, Voltaire, bien entendu. Et donc, Bach est manifestement très loin de cela. Du point de vue de la musique, bon, on a entendu parler de Rameau, du neveu de Rameau peut-être, enfin de Diderot, de tous ces gens-là. Il y a les critiques, les discussions en France sur la musique française ou la musique italienne. Pas la musique de Jean-Sébastien Bach. Voilà, il n'arrive pas au cœur des discussions véritablement. Je dois ajouter encore un élément, c'est que du point de vue des Français, mais aussi du point de vue des Anglais, en gros, les Allemands, c'est des barbares. Voilà. Si vous vous souvenez, par exemple, du début de Candide, de Voltaire, Cunégonde et Candide sont chassés du château du baron de Thundertentronckh. Voilà, c'est-à-dire un coup de pied au cul. Mais le baron de Thundertentronckh, ça veut dire le coin des crétins, quoi. Voilà. La civilisation, elle est à Londres, elle est à Paris. Enfin, voilà, bien entendu. Voilà. Juste un petit mot pour compléter ce que dit Yves. C'est Frédéric II de Prusse, donc le roi bien connu, qui a eu comme musicien de cour Carl Philipp Emanuel Bach, un des fils de Jean-Sébastien Bach, parlait couramment français à sa cour, parce que c'est lui qui le disait. Je ne me permettrai pas. L'allemand est une langue juste bonne pour les palefreniers. Voilà, vous vous rendez compte? Et donc on parlait français, alors un français petit nègre, si je puis dire, excusez-moi, surtout en ayant parlé tout à l'heure mais un français extrêmement adapté à l'allemand, mais un français, un vrai despote éclairé comme il l'était, parlait français et pas allemand. Voilà, c'était la bonne époque pour nous, effectivement, c'est-à-dire les rois des puissances européennes parlaient français, et Frédéric II, effectivement, écrivait en français, faisait des vers français, assez mauvais, il faut dire, enfin, il avait comme professeur Voltaire, etc. Et donc, effectivement, Bach est à l'extérieur des aires de la grande culture européenne, il est à l'extérieur des cercles de pensée de philosophie, il est à l'extérieur de la langue de la pensée, qui est le français, mais il est à l'extérieur aussi des zones économiques en train de se développer, en gros l'Angleterre, et puis les Pays-Bas, enfin ce qu'on appelle maintenant les Pays-Bas, etc. Donc il est à l'extérieur, c'est un marginal, un provincial, etc. Alors en plus, en prime, effectivement, bon, l'essentiel de la musique de Bach, c'est de la musique religieuse, et pas de la musique religieuse, on va dire, de salon, de décorum, de quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, qui à la rigueur fait 2 ou 3 petites passions comme ça, parce que c'est à la mode et parce que les curés payent ou les pasteurs, mais manifestement, et alors là, c'est vraiment le mot passion est important, c'est-à-dire que Bach, évidemment,
adhère et fait adhérer son public à l'idée de la passion. Michel et moi, qui ne sommes pas des militants catholiques ou des militants protestants particuliers, on aime cette musique-là, on est bouleversé par elle en l'extérieur même de nos convictions religieuses, plus ou moins absentes ou molles, enfin peu importe, d'accord, voilà. Et là, il y a quelque chose de particulier, puisque effectivement, Bach est à l'inverse du mouvement, disons, des Lumières, apparemment, qui est celui d'une déchristianisation générale en France, en Angleterre et autres. Il est, voilà, de l'autre côté. Alors, d'un côté, donc, il est comme à l'extérieur, effectivement, de cette époque qu'on appelle des Lumières. Et puis, en même temps, quand on écoute la musique de Bach, quand on regarde un petit peu ce qu'on peut savoir de lui, on s'aperçoit que, bien qu'il ne soit jamais venu à Paris, bien qu'il ne soit pas allé à Londres, enfin dans les endroits de la civilisation de l'époque, voilà, bien qu'il n'ait jamais rencontré Voltaire, bien qu'il n'ait pas fait du tout ce qu'a fait Adam Smith autour des 1760, quand il vient à Toulouse, il va rencontrer, etc., un tas de gens à Paris, etc. Donc jamais il ne fait ça, il ne connaît pas tous ces gens-là, il ne cherche pas même à les connaître. Eh bien, en réalité, Bach, par ailleurs, a une culture musicale, en particulier considérable des siècles récents. Il connaît très bien la musique italienne, il connaît très bien l'œuvre de Vivaldi, il est au courant des derniers airs à la mode. Et là, Michel fait souvent ressentir, effectivement, des cantates sans filet, qu'au milieu de textes religieux, de chansons religieuses, il y a soudain une petite mélodie qui semble être comme la dernière chanson de rap de l'époque. Alors évidemment, il n'y a pas du rap, c'est vraiment le dernier truc, un petit peu comme ça, qui vient de sortir, et qui a une sorte, effectivement, par exemple, dans la cantate du café, que j'aime bien prendre comme exemple, le café est un produit nouveau à ce moment-là, et c'est aussi l'objet d'un débat philosophique. Faut-il prendre ou ne pas prendre du café, etc., se réunir avec le café, etc. Donc il fait un texte et aussi une cantate là-dessus, qui est une sorte de cantate et d'anti-cantate, qui est complètement 18e siècle. Donc on a un personnage qui est, on va dire, provincial, enfermé dans l'église protestante, etc., dans la religion, dans tout ce que l'on veut, voilà, et qui est en partie, loin des querelles à la mode du temps entre la musique française et la musique italienne, mais il connaît tout ça. Il connaît tout cela musicalement, et on va dire manifestement, intellectuellement, philosophiquement. Il pense vraiment autour de tout ça, même s'il n'a pas fait d'écrit philosophique. Donc on a un personnage assez paradoxal. Alors on l'appelle souvent un musicien baroque. Alors je vais quand même dire un mot sur ce mot-là, puisque c'est aussi l'ensemble baroque de Toulouse. Alors on sait bien que c'est une étiquette, hein, voilà, parce que pour les littéraires, par exemple, la littérature baroque, c'est plutôt la littérature du début du XVIIe siècle, hein, des gens comme Saint-Amand ou bien de Cyrano de Bergerac. Pour les musiciens, c'est un espace un peu plus vaste. On ne va pas avoir le même mot pour baroque quand on parle des peintres ou quand on parle d'autre chose. Et puis je peux dire que tel ou tel personnage que je rencontre dans la rue est baroque ou n'est pas baroque. Baroque, ça vient d'un mot portugais qui veut dire une perle dissymétrique. Simplement, bon, cette étiquette, elle s'est plus ou moins imposée au XIXe siècle pour, disons, une partie de la musique, une partie de la peinture, une partie de la littérature, avec des débats sur les dates, on n'est pas du tout d'accord. Simplement parce qu'en gros, au XIXe siècle, la science en général, la science en particulier géologique, paléontologique, astronomique, la biologie, s'est mis à faire des classifications extrêmement précises. Il y a les lamellibranches, il y a les céphalopodes, etc., etc. Et la passion a été, à la fin du XVIIIe siècle, XIXe, de classer. Et donc, on va dire, les études d'histoire de l'art en général, c'est-à-dire l'histoire de la musique, l'histoire de la littérature, l'histoire de la peinture, l'histoire de la sculpture, etc., c'est prise aussi de passion pour l'idée qu'il faudrait bien qu'il y ait des classifications très claires. L'art roman, l'art gothique, l'art classique, l'art baroque, etc., etc., les précieux et tout ça. Et on s'est mis à mettre des étiquettes de tous les côtés qui ont toujours une pertinence, qui permettent de faire des dissertations pour les étudiants d'école normale supérieure d'agrégation. Cet auteur est-il classique ou baroque, ou etc., est-ce précieux ou pas précieux, qui permettent d'y voir un peu clair. C'est la fonction des classifications dans tous les domaines. Vous savez, vous avez un livre magnifique de Pérec qui s'appelle « Penser, classer ». Eh bien, je peux difficilement penser sans classer. Mais dès que je classe, il y a toujours une zone où je pense un peu faux. Voilà. Et donc, l'étiquette baroque, elle a sa validité, mais évidemment, Bach ne savait pas qu'il était un musicien baroque, bien entendu. Probablement, il aurait été en désaccord avec cette étiquette. Si on avait dit, Monsieur Bach, vous êtes baroque, comme Rubens c'est un baroque, ou comme je ne sais pas qui est baroque, il n'aurait pas vu le rapport. Mais naturellement, Molière ne savait pas qu'il était un écrivain classique. Ce n'est pratiquement que dans les écoles vraiment modernes et contemporaines, où parfois le titre de la catégorie précède presque l'œuvre. Hein. Voilà, je vais presque dire ça voilà, dans certains cas des modernes. Mais là, Bach ne savait pas qu'il était un baroque. Il aurait été très étonné que l'ensemble baroque de Toulouse, il ne devait pas très savoir où était Toulouse, joue son œuvre, bien entendu. Mais ensemble baroque, il aurait Monsieur Brun, pourquoi ensemble baroque? Enfin voilà, bon, quel rapport j'ai avec, je ne sais pas qui, hein, que Handel ou Vivaldi ou autre. Enfin, il aurait difficilement vu la catégorie très claire, mais pour nous elle fonctionne, bien entendu, pour nous elle fonctionne, pour l'orchestre baroque de Montauban, je crois, pour l'ensemble baroque de Toulouse, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais c'est pas tout à fait juste. Et en même temps c'est un peu juste parce que quelque part on peut se dire que le festival passe ton Bach d'abord
comme c'est un peu n'importe quoi, on va dire, il a dit avec des guitaristes, enfin n'importe quoi, il peut y avoir des rappeurs cette année, je sais pas, enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est un festival, on va dire, qui a une sorte de dissymétrie, qui est presque trop gros, qui est pas assez gros, qui fait intervenir des choses et des lieux qu'on n'attendrait pas vraiment. Il a en effet, alors, d'une manière très banale, on va dire, si j'emploie ce terme-là, un côté baroque, mais on pourrait dire rococo, désordonné, bordélique, enfin ce que vous voulez. Mais baroque, c'est pas mal parce que ça a de la gueule. Voilà. C'est mieux que bordélique pour un titre sur une affiche. Bon. Ensemble bordélique de Toulouse, c'est Bien. sûr que ça, je le sentais pas. Voilà. Juste pour compléter, peut-être terminer là-dessus, le mot baroque accolé à la musique date de 1950. Voilà, donc c'est extrêmement tardif. C'est extrêmement tardif. Enfin, c'est 2 siècles après la mort de Jean-Sébastien Bach. Donc, effectivement, aucun des compositeurs de ce temps-là ne pouvait imaginer qu'on leur accolerait ce mot-là, bien sûr. Et nous avons effectivement connu les débuts de cet engouement pour la musique dite baroque, en tout cas exécutée avec des instruments autres que les instruments contemporains, modernes, et particulièrement, je veux dire, c'est juste pour saluer ici cet ensemble, les Sac-Boutier, qui est un des tout premiers ensembles français que tu salues au détour d'un entretien. Pour terminer, parce que le temps avance, et je voudrais que tu en viennes, autant que faire se peut, en essayant de contenir ton émotion. Je suis un homme, non ? Voilà, donc la Passion selon Matthieu, donc ce grand œuvre qui est un tout d'immense humanité et à la fois de tragédie mais aussi de lumière, de noirceur, mais de cette expression du très grand humanisme qu'on trouve dans toute la musique de Bach, mais probablement particulièrement là, et assorti de, entre guillemets, découvertes que tu as faites au sein même de ce qui est donné à lire, c'est-à-dire la partition. Tout à fait. Alors, quand il a dit tu vas essayer de te contenir, j'ai cru qu'il allait dire en temps de parole. Donc ça, c'est le truc. C'était. En temps, c'est bon. On a juste très tard. Mon émotion, oui, parce que j'ai. Voilà. Oui, cette passion selon saint Matthieu. Alors voilà, il s'est passé cette chose particulière, la passion selon saint Matthieu. Évidemment, pour nous tous les musiciens qui jouons Bach, la Passion selon saint Matthieu, il y a quelque chose de mythique dans cette œuvre. Moi, je l'ai rencontré, c'est de la même manière que je parlais du fait que j'ai rencontré la musique en général tardivement. J'ai rencontré la Passion selon saint Matthieu assez tardivement, d'une manière tout à fait extraordinaire. Là, c'était un coup de foudre, vraiment. C'est-à-dire, je me rappelle très bien, je le raconte dans le bouquin, qu'un soir, en rentrant de mes cours de professeur de musique dans la région parisienne, donc, j'allume la radio, et là, une œuvre que je ne connaissais pas. J'ai honte de le dire, parce que j'avais 22, 23, 24 ans, je sais pas, mais j'étais pas encore tombé en bachitude, si je puis dire. Je pratiquais Bach, évidemment, mais parmi tellement d'autres compositeurs, et essentiellement d'ailleurs, parce qu'étant flûtiste, il a écrit pour la flûte, donc mes professeurs m'avaient fait jouer du Bach, voilà. Mais je peux pas dire que j'avais rencontré, enfin la totalité, j'avais rencontré le cœur de sa musique, voilà. Donc, j'entends cette œuvre, et je reste scotché, je parle volontairement de transistor, parce que ça veut dire, par là c'était un transistor, ce qu'on appelait un transistor à l'époque, ça veut dire le son était vraiment pas bon, mais il n'empêche, impossible d'arrêter, voilà, scotché par ce qui se passait, qui dépassait tout ce que j'avais entendu. Voilà. Et puis, fin du concert, on désannonce, comme on dit, à la radio, la Passion selon saint Matthieu de Bach, faite par etc., etc. Bien. Voilà. Et puis, ça reste dans un coin de ma tête comme ça. Bien. Arrive donc cette aventure avec l'Ensemble baroque de Toulouse, avec Bach, puisque dès la fondation de l'Ensemble baroque de Toulouse, il y a 20 ans, nous avions eu l'intention de faire une intégrale des cantates de Bach, qui devait s'appeler à l'époque le Printemps des cantates. Et nous ne l'avons pas fait au début, nous l'avons fait quelques années plus tard. Et puis, un jour, arrive enfin la possibilité, grâce au succès en particulier du festival, Passe ton Bach d'abord, la possibilité de faire la Passion selon saint Matthieu. Pourquoi grâce au succès ? Parce que tout simplement, monter la Passion selon saint Matthieu, c'est s'attaquer vraiment à quelque chose d'énorme. Bien sûr sur l'œuvre, le contenu artistique, mais aussi tout simplement sur l'objet. C'est la seule œuvre de Bach, et une des seules de l'époque, qui est composée pour 2 ensembles complets qui participent au même concert, ce que Bach a appelé dans sa partition des chorus, ce qui veut dire un chœur, un orchestre et un groupe de solistes. Il y en a 2, d'accord ? Donc voilà, ça coûte des sous, ça coûte plus cher que quand il n'y en a qu'un. Je raconte dans le livre que le premier concert de cantate de Bach qu'on a donné, on avait choisi la cantate 4, la cantate 61 et la cantate 196. Alors vous allez vous dire, oh là là, quelle réflexion musicologique, ces cantates ont-elles... Non, c'était les 3 seules cantates de Bach où il n'y a que des cordes, et ça coûte moins cher, voilà. Et donc, quand on monte la Passion selon saint Matthieu, il n'y a pas de doute que ça ne peut arriver qu'à un certain moment où on a une certaine, comment dire, sécurité sur le plan financier du fait de cet investissement important. Bien. Donc, on décide de monter la Passion selon saint Matthieu. Et là, qu'est-ce que je fais en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre ? Comme c'était quand même un rêve de ma vie, je me dis, bon, là, je vais
commencer mon travail très en amont sur cette partition. J'ouvre la partition et là, je commence par être totalement troublé par rapport à tout ce qu'on avait fait auparavant avec l'ensemble. On n'était pas des perdreaux de l'année, hein. C'était déjà la 10e année des cantates sans filet, donc on avait dû faire une 50aine de cantates déjà. Hein. On avait joué quelque temps avant la Messe en Si, ce chef-d'œuvre absolu de la fin de la vie de Bach, l'oratorio de Pâques, enfin bon voilà, puis des œuvres profanes aussi, comme celle qu'on a jouée tout à l'heure avec Christophe et Géraldine. Et là, j'ouvre cette partition, je crois que je l'ai, je vais vous montrer. J'ouvre cette partition, donc assez volumineuse, magnifique, très belle édition, Bärenreiter, un éditeur allemand de qualité extraordinaire, qui a fait un travail éditorial extraordinaire, voilà. Et j'ouvre cette partition et je vois ces centaines de notes, et là, je ne comprends pas comment ça marche. Voilà le départ, mon point de départ pour la découverte de la Passion selon saint Matthieu. C'est-à-dire que quand on pratique un musicien, donc en l'occurrence Bach, on est habitué à un certain mode d'écriture, on va dire. Hein. Et ça, je crois que c'est valable dans tous les arts. C'est-à-dire, les peintres, on reconnaît une griffe de peintre. Voilà. Alors après, bon, c'est pas toujours facile. Hein. La vente du Caravage à Toulouse nous montre que il peut y avoir débat d'experts et désaccords, etc., etc. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être du Caravage. C'est pas comme si on présentait brusquement un tableau, je sais pas, de Delacroix, et on dit, ça, c'est du Caravage. Ah non. Eh bien moi j'avais l'impression de cette différence-là. Je ne retrouvais pas ce que je connaissais de la musique de Bach. Et en particulier, cette particularité de la musique de Bach, donc Bach, ça rejoint un peu d'ailleurs ce que disait Yves tout à l'heure, il arrive à la fin d'un monde. Et c'est en ce sens-là peut-être que ça n'est pas un homme des Lumières, d'une certaine manière. Il arrive à la fin du monde, cet aboutissement de tout ce travail sur la musique polyphonique qu'il a précédé. Polyphonique, poly, plusieurs, phonique, voix. Donc cette musique a plusieurs voix. Cet empilement des voix, hein, qu'on appelle aussi le contrepoint. Et il est le plus grand génie de ce mode d'écriture, du contrepoint, et il en est l'aboutissement et la fin. Voilà. Après lui, le contrepoint ne disparaît pas, mais ne devient plus l'alpha et l'oméga de l'écriture musicale. Voilà. On écoute la Messe en Si, œuvre plus tardive que la Passion selon saint Matthieu, et c'est écrit strictement sur l'écriture du contrepoint. À la grande joie des choristes de l'ensemble baroque de Toulouse, dont je vois certains visages ici, ça regorge de fugues. Fugue, c'est quoi? Ben voilà, c'est cet art d'entremêler les voix. Hein. Chacune suit son propre chemin et toutes ces voix entremêlées, jusqu'à 6, 7, 8 parfois, ont leur propre logique individuelle. On pourrait presque les jouer toutes seules et elles seraient belles toutes seules. Et puis quand elles empilent les unes sur les autres, ça fonctionne encore et c'est aussi beau. D'accord ? Donc c'est un art évidemment extrêmement difficile, extrêmement complexe, dans lequel Bach était donc parvenu à une sorte d'apothéose. Et là, rien. Il y a en tout dans la Passion selon saint Matthieu, donc cette grosse partition que je vous ai montrée, il y a 2 très très courts passages de contrepoint, en tout. Alors si on les met bout à bout et qu'on les minute, allez, 30 secondes. 3 heures de musique, 30 secondes de contrepoint. Chez le spécialiste mondial du contrepoint. Et donc, je ne comprenais pas cette œuvre, je ne savais pas, en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre, je ne savais pas comment la travailler, par quel bout la prendre pour réussir à me présenter devant les musiciens, devant les choristes, et à leur apporter quelque chose d'intéressant. La chance que j'avais, c'est que je m'y suis pris très tôt, et les choses font leur chemin. On ne sait pas comment. À force peut-être de temps perdu. Je crois beaucoup au temps perdu, hein, bien sûr. Vous savez, je me rappelle de cette phrase célèbre, je ne dirai pas de qui, mais vous repenserez peut-être à lui, qui disait « Moi, j'aimerais bien des chercheurs qui trouvent ». Voilà. Eh bien, accepter de ne pas trouver. En tout cas, accepter de ne pas trouver tout de suite. Et de prendre du temps pour chercher, se perdre, se tromper, revenir, attendre, laisser mûrir. Et puis un jour, voilà, c'est vraiment ce passage-là. Donc là, vous ne voyez pas de loin, mais c'est pour vous montrer. C'est juste une toute petite phrase musicale qui a fait tilt dans ma tête. Alors cette phrase musicale, je vais appeler Bénédicte, on va vous la jouer. Bénédicte, c'est donc la flûtiste de l'ensemble baroque de Toulouse depuis sa création également. Et donc cette phrase musicale, cette particularité. Bach l'a écrite, cette phrase, pour 2 flûtes et basse continue. Ce qu'on appelle basse continue, c'est donc l'instrument que joue Géraldine. Alors Bach, il peut écrire, donc je vous l'ai dit, des fugues à 6, 7, 8 voix, comme qui rigole. Et là, il écrit cette partie et il écrit les 2 flûtes à l'unisson. Et puis, au bout de 4 notes, cet unisson, c'est-à-dire à l'unisson, elles jouent exactement les mêmes notes. Puis, au bout de 4 notes, les 2 parties de flûte se séparent. Et puis, quelques notes plus tard, les 2 parties de flûte se rassemblent à nouveau sur un unisson. Et puis, elles se séparent, et puis elles se rassemblent à nouveau. Voilà.
Alors ça, c'était une de ces choses qui me troublait, je ne comprenais pas. Bach peut écrire des fugues à 6 voix, il a 2 flûtes sous la main, bon sang qu'il leur fasse jouer chacune une partie. C'est ce qu'il fait partout, dans le reste de sa musique, tout le temps. Et là, donc, ça, voilà. Le mieux, c'est qu'on vous le joue. Donc unisson, d'accord, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule flûte. C'est ça que veut dire un unisson, d'accord, pour le parler. Là, vous entendez que les 2 voix se sont séparées, on a 2. D'accord. On refait lentement, puis on va un peu plus loin. Etc., etc. L'intensité musicale que j'avais ressentie jeune homme en découvrant cette œuvre, comment dirais-je, c'est comme un turbo, vous voyez, dans un moteur. C'est trouvé relancé avec une force incroyable par cette découverte. C'est-à-dire, c'est incroyable, parce que c'est une musique sublimement belle à la première écoute, sans connaître rien, et puis on approfondit, et on s'aperçoit qu'il y a des arrière-plans. Voilà, énormément d'arrière-plans. Au fond, tout est pensé dans cette musique pour nous faire ressentir la force de ce texte. Et j'en terminerai en disant, effectivement, Christian a parlé de son aspect religieux. Enfin, l'aspect religieux de la Passion, c'est la moindre des choses quand même. Et j'avoue, et je le dis d'ailleurs dans le livre, je trouve que je ne suis pas croyant. J'ai été totalement bouleversé par cette œuvre, et y compris sur un plan spirituel. Allez y comprendre quelque chose. Alors donc dans le livre, je fais part de quelques-unes de ces découvertes, mais bien sûr, je voulais absolument pas que ce livre revête un aspect encyclopédique, tout ce que Brun a découvert dans la Passion. C'est juste pour vous montrer un certain nombre de choses. Et comme j'ai confiance en vous, les lecteurs potentiels de ce livre, j'ai donc mis des extraits musicaux écrits. Parce que je pense que même quelqu'un qui ne lit pas du tout la musique peut comprendre la musique en la voyant. Disons que seul, non, mais le texte, ce que j'explique, et l'exemple musical, les deux, je suis persuadé que ça participe d'une compréhension intime des choses. Parce que la musique, vraiment, n'est pas réservée au seul docteur de Molière. Voilà, hein, surtout pas. Encore d'abord des informations. Il y a une cantate sans filet dimanche. Cantate sans filet dimanche, donc comme d'habitude à Saint-Exupéry à 17h, répétition publique pour ceux qui ne connaissent pas le projet jusqu'à 18h30, et ensuite on interprète la cantate, et si vous venez, bien sûr, comme d'habitude, vous chantez avec nous le choral final. Chaque cantate se terminait par un choral. D'ailleurs, c'est une chose extrêmement curieuse, dont je parle aussi beaucoup dans le livre. La Passion selon saint Matthieu est truffée de chorales. Qu'est-ce que c'est qu'un choral ? C'est une petite mélodie toute simple, en général une mélodie alors qu'il y avait 2 provenances, soit une provenance théologique, Martin Luther par exemple, donc le promoteur, on pourrait dire, de la Réforme en Allemagne, a écrit lui-même des musiques de chorale, des mélodies de chorale. D'accord ? Il était musicien lui-même. Au demeurant, la religion luthérienne est magnifique sur ce plan-là, puisque Luther disait « faire de la musique, c'est déjà prier ». Je trouve ça extraordinaire. D'autre part, après, donc l'harmonisation, c'est-à-dire les accords qui sont en dessous, sont de chaque compositeur. Hein. Et Bach a harmonisé lui-même ses chorales. Et puis la deuxième provenance de ces mélodies, des fois c'est des petites mélodies profanes, qui par les hasards de la vie et de l'existence sont rentrées dans le cadre liturgique. Par exemple, le choral que Bach utilise 8 fois dans la cantate selon saint Matthieu, harmonisé bien sûr à chaque fois de manière différente, pour que chaque harmonisation s'adapte au contexte du moment de la Passion, mais 8 fois la même mélodie, en réalité, je ne sais pas s'il le savait, mais c'est une petite chanson populaire qui dit « Mon cœur est troublé par une tendre jeune fille ». Voilà. Et ça date de 2 siècles environ avant Jean-Sébastien Bach. Et cette petite chanson populaire a fini par un cheminement curieux, par se retrouver au cœur de la Passion. Voilà. Deuxième annonce, Yves Le Pestipon reçoit
avec nous, avec la librairie, un grand spécialiste, le plus grand spécialiste de la littérature russe, qui a d'ailleurs commencé à Toulouse dans les années 60, et Georges Niva. Ce sera à l'hôtel d'Acéza, c'est mardi à 17h. Voilà. La littérature, c'est la civilisation russe. Et c'est dans le cadre des musicales franco-russes que je voudrais faire quelques remerciements. Tout d'abord, évidemment, les deux auteurs de ce livre qui ont donné à la librairie l'occasion, là aussi, de participer à une chose qui est d'un ordre et local et universel, comme dirait Miguel Torga. Je voudrais aussi remercier Pascal Marange de Petit Papier qui en a fait la maquette. Évidemment, Sébastien Leroy pour la couverture qu'on a évoquée tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que Corinne Schneider, qui a fait la préface de ce livre de façon tout à fait sympathique à la demande de Michel Brun, Corinne Schneider sera présente à la librairie, mais surtout pour les 2 journées de Passe ton bac d'abord au mois de juin. Comme vous le savez, Corinne Schneider anime tous les dimanches matins la grande émission sur Jean-Sébastien Bach depuis déjà bien quelques années. Et ce dimanche matin, c'est quelque chose d'un peu miraculeux entre Corinne Schneider et Christian Merlin. Voilà. Donc, écoutez cette émission à 9h le dimanche et venez l'entendre 13 et 14, et donc elle sera présente ici pour une rencontre. Nous recevrons d'ailleurs pour cette édition de Passe ton bac d'abord un jeune auteur qui a publié son premier roman aux éditions Corti et qui est une espèce de fiction un peu méditative sur la jeunesse de Bach et sur un pèlerinage que Bach a fait d'ailleurs en visite à Buxtehude, pour lequel il avait une admiration sans borne. Voilà. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée vendredi 6 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche avec Michel Brun de l'Ensemble baroque de Toulouse et Yves Le Pestipon, professeur de lettres et spécialiste du XVIIe siècle, à l'occasion de la publication de leur ouvrage Selon Bach, édition Rue des Gestes, librairie Ombre Blanche.